Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, soirée complète de National League. Ce soir, on a vu des buts, on a vu des charges, on a vu des retournements de situation. On est en compagnie de Serge Pelletier, en compagnie de Régis Fuchs, de Stéphane, bien sûr. Serge, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée? Disons que Genève a repris là où il avait laissé au dernier match. Régis? Pour moi, c'est un peu le contraire. C'est Fribourg qui a continué de prendre un petit peu ce qu'il a pris le dernier match. Oui, des équipes qui vont s'affronter demain. En plus, Elie Stéphane. Et puis Lausanne, la série de victoires s'arrête à 8. Malheureusement, Zurich s'est imposé à Mallette 2.0. Et puis, puisque tu parles de chiffres, l'image du jour, ce serait 3, comme le triplé de Lino Marchini ce soir face à Berne. Et oui, triplé pour Lino Marchini, on en reparlera d'ici quelques instants. On va tout de suite attaquer ce tour d'horizon des patinoires, messieurs, avec la rencontre entre Davos et Ambri Piotta. Il y a eu 41 goals de marqués ce soir, plus ces interviews. Il va falloir faire vite, comme on dit. On rentre en troisième période. Ça a été un mano à mano, finalement, un petit peu entre les deux formations. À ce moment-là du match, à 3-2 pour Ambri Piotta après 40 minutes de jeu. Et Ambri qui va trouver une nouvelle fois l'ouverture par Marco Muller. 4-2, assist de Kubalik. À 5 contre 4, la supériorité numérique. Et j'ai envie de dire, Serge Pelletier, que c'est le power play qui a fait pas mal la différence du côté d'Ambri ce soir pour cette victoire. Oui, tout à fait. L'Ambri qui a un excellent power play depuis le début de la saison. Et puis, on voit un beau but de Muller avec un tir dans la partie supérieure qui trompe le gardien étranger de Davos. Oui, Vizère va marquer le but de l'espoir, 53e minute de jeu. À Davos qui s'accroche, mais qui ne va pas y arriver, qui va finalement perdre 6-3. Cette partie nouvelle défaite davosienne, Régis Fuchs, les soirées se suivent et se ressemblent, on va dire, pour Davos. Alors, on va plutôt dire qu'elles sont retournées à la normale, puisqu'ils ont quand même eu une belle réaction le match précédent en allant gagner à Bienne. Mais effectivement, ça continue de très mal tourner. C'est un Davos qu'on n'a vraiment pas vu depuis les 20 dernières années. Je veux dire, c'est méconnaissable. Oui, et puis Stéphane, il faut être honnête, ça c'est un adversaire, c'est des adversaires directs, quasiment. C'est clair. Mais moi, je pense qu'il faut presque oublier les playoffs pour Davos, tellement c'est catastrophique, ils sont loin. Oui, on peut considérer que c'est un adversaire direct en cas de relégation. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que ces équipes-là, enfin, quand vous allez maintenant jouer à Davos, il faut faire des points. Oui. En fait, c'est ça. C'est comme quand vous allez jouer à Rapperswil, etc. Dans l'optique du tour final, effectivement, mais on accorde encore 6 buts à la maison. On a donné 45 shoots à Ambri ce soir. On a vu des erreurs défensives grossières. Il y a quand même... Ça fait parfois, je dirais souvent peine à voir du côté de Davos. En tout cas, 6-3, victoire donc précieuse d'Ambri Piotta, 3 points en banque, comme on dit, face à cette équipe davosienne. On continue avec Lugano-Fribourg, Fribourg-Gotteron qui restait sur une sèche défaite encaissée mardi au Vernet sur le score de 5-0. Réaction du côté de Fribourg-Gotteron était attendue et pourtant ça a tourné à la débandade du côté de Lugano. Puisque Lugano va s'imposer 6-0 dans cette partie en marquant 2 buts lors des 20 premières minutes de jeu. Et Stéphane, Serge utilise l'expression « le puck avait les yeux ». C'est exactement ça, quoi. Chiesa, je ne sais pas s'il cherche à marquer, en tout cas il cherche à mettre ce puck au but. Oui, c'est un tir justement croisé que je crois que Reto Berra n'a pas vu partir le tir. C'est pour ça que Chiesa a trouvé le fond du filet sur le premier but luganais. Et Régis Fuchs, là, Reto Berra, il n'est pas vraiment à son affaire sur cette réussite de Lapierre, coincé entre deux luganais. Non, il a voulu jouer au plus malin, puis finalement il s'est fait avoir à son propre jeu. C'est bien d'avoir les gardiens qui sortent et qui jouent le puck, mais voilà, il faut le jouer, il ne faut pas trop traîner. Et ça, on a vu Berra sortir énormément. Mardi, j'étais à Genève pour le match. On le voit sortir beaucoup plus qu'avant. Non, mais il paraît qu'on lui a demandé d'agir un peu comme le 6e joueur ou le 3e défenseur. On le voit s'aventurer beaucoup plus alentour de sa cage que d'habitude. On lui a demandé d'agir comme son prédécesseur, Barry Brust. Oui, limite Barry. Ouais.
temps en temps, Barry se faisait prendre aussi. Il nous a fait une brousterie, là. Mais, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu ce mot. Mais c'est vrai que Berra sort beaucoup. Là, il s'est fait prendre. Mais normalement, c'est payant si le gardien fait un bon jeu. De temps en temps, ben voilà. Voilà, ça n'aura pas été payant ce soir, il va même être chassé, on va le voir. On rentre en deuxième période, il y a 2-0, donc on l'a dit après 20 minutes de jeu. 3-0, 22e minute de jeu. Oulmer qui aurait joué des points peut-être avec Hoffman, c'est ce qu'on a pu entendre. Stéphane, comme quoi tout n'est pas forcément rose du côté de Lugano. Ben, évidemment, Oulmer a une bagarre à l'entraînement ce matin, plus un but ce soir. Bonne journée pour lui. Il a joué des points, comme on dit. Voilà, il a joué des points. Mais bon, il s'est bien présenté. Les côtés opposés, il vient un peu en support, etc., supporter l'attaque. S'il reste assis à sa ligne bleue, il n'a jamais cette passe-là. Ça sera le but de trop pour Reto Berra. On est à 5 contre 4 et Lugano va marquer le 4e d'un maître tir, Piccolo Fazzini. On parle souvent d'Hoffman, mais Régis Fuchs, il a tout un tir, Fazzini. Ah oui. Là, il nous prouve aussi qu'il a un énorme slap shoot parce qu'on a l'habitude de le voir aussi tirer du poignet dans la lucarne. Là, il a décidé de faire un petit peu autrement et puis de changer ses habitudes avec un très bon slap shoot. Changement de gardien, on l'a vu, Weber dans la cage à la place de Berra qui allait carrément au vestiaire. Pas forcément très satisfait de sa prestation. 5-0, Linus Claesson. Ça rigole. Enfin, la finition est superbe, bien sûr, Serge. Oui, disons que pour rentrer à mi-match, c'est peut-être pas le meilleur client à affronter seul à 1 contre 1. Alors, c'est malheureux pour le jeune Weber. Claesson a été oublié derrière la défensive. Ouais. Et la Union 6-0. On ne s'est peut-être pas inquiété, messieurs, après la claque reçue mardi au Vernet. Il y avait 4 buts en box-play, on a montré du doigt le box-play, on va être plus efficace, etc. Stéphane, là, ça fait quand même beaucoup, ça fait 11 goals en l'espace de 2 matchs, 0 marqué. Oui, non. Là, je pense que Mark French, il doit se gratter la tête un peu, il doit se dire « Aïe, on joue demain, là ». Donc, quand même, il faut qu'il réagisse, là, puis il n'y a pas beaucoup de temps. Réaction, il y aura, évidemment, les joueurs, à un moment donné, sont conscients aussi, là, mais là, tu te poses des questions comme coach. Franchement, tu te poses de sérieux. Ben nous, on est allé poser des questions, bien sûr, aux joueurs à l'issue de cette défaite, nouvelle défaite de Fribourg-Gotteron. On va écouter justement la réaction d'un certain Marc Kaplanalp. Marc Kaplanalp, c'est encore un mauvais match, on peut dire. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du côté de Fribourg-Gotteron? Ouais, si ça, je savais, je pense qu'on pouvait le changer tout de suite, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment. On ne trouve pas le chemin sur le but pour marquer des goals et puis, ouais, je sais pas, on n'est pas assez dangereux dans toutes les situations. Et puis, ouais, j'ai un peu la peine à expliquer tout ça. L'équipe était peut-être trop euphorique après des victoires et 10 buts contre Langnau? Ouais, un peu peut-être aussi, oui, mais après, je pense que c'était déjà après la pause contre Davos et puis après aussi contre Langnau, ça allait un peu, je dis, trop facile. Et puis contre Langnau, ça tombait dedans juste comme ça. Et puis on savait que ça va changer après quand on va jouer à Genève et tout. Et puis on ne pouvait pas tourner. Et puis voilà, on voulait tourner ce soir, on voulait montrer une réaction quand même du match à Genève. Et puis ouais, on n'arrive pas, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec nous là. Non, on doit trouver un chemin tout de suite parce que demain, il y a le prochain match et puis on ne peut pas trop réfléchir à ce match-là. Il faut absolument faire quelque chose et puis changer tout de suite. Merci bien. Bonne rentrée. Oui, on verra s'il y aura réaction du côté de Fribourg-Gotteron. Un dernier chiffre, Stéphane, que tu voulais nous donner. Ça, c'est un chiffre qui fait mal, on en parlait. 13 tirs au but seulement par Fribourg-Gotteron ce soir dans tout le match. C'est pas après 2 tiers, c'est pas après le premier tiers, c'est après 60 minutes de jeu. Ils avaient 9 tirs au but, il restait quelques minutes à jouer. On a eu quelques tirs sur le power play. 13, Serge, comme coach. Hein? C'est pas beaucoup. C'est comme Marc Alplanade vient d'expliquer. Hein. Fribourg a de difficulté à trouver le chemin vers le filet. Donc, ça explique le nombre de lancers. 13 lancés, c'est très peu pour un match ce soir. C'est les victoires, 10-3. Toujours très difficile après pour les coachs, en effet, à gérer. Et ça se voit. On verra si réaction il y a eu demain face à Genève. Genève, justement, on va s'y intéresser. Genève qui restait évidemment sur ce succès face à Fribourg-Gotteron. Affrontait Bienne ce soir. La première séquence qu'on va vous montrer, c'est une charge de Rod sur Dufner. On est en tout début de match et Stéphane, on veut avoir ton avis là-dessus. Ça se passe sur l'écran. Attention, ça se passe très vite. Il faudra la remontrer parce que là, on n'aura pas le temps. Elle est en haut de votre écran à gauche, vous allez voir. Il complète la mise en échec. À mon avis, elle est un peu tardive. Voilà. Et on voit quand même que Rod semble décoller les patins. Regardez, on va la remontrer peut-être. Oui, on la recale et on la reverra. Okay, parce il va compléter, regardez, complète la mise en échec. Au moment du contact, le puck est déjà sur la palette de Brunner.
Ça, c'est une bonne indication. Là, il a traversé ouest-est la patinoire. C'est une bonne indication que la charge est tardive. Maintenant, le contact contre la tête, on ne le voit pas, on n'a pas de bon ralenti, mais elle est en tout cas tardive puis il semble décoller les patins. Peut-être que Rod va s'en sortir s'il n'y a pas de bonnes images. Sont pas bonnes. À moins qu'on demande à la production d'aller sortir un ralenti qu'on n'a pas montré en direct, mais peut-être s'en sortir petit malin. Apparemment, il n'y aura pas d'autres plans de ce qu'on a pu voir. Tu peux pas savoir qu'à Genève, il n'y a pas de caméras qui sont inversées. De toute façon, il ne risque pas forcément d'avoir d'autres. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les arbitres ont loupé une charge tardive. Est-ce que c'est une pénalité qui mérite sanction? On ne pourra pas juger sur ces images-là, c'est certain, s'il n'y a rien de mieux. Il y en aura une deuxième qu'on va observer du reste tout à l'heure dans ce match. On va revenir au jeu et surtout au but, puisque Genève Servette va virer en tête après 20 minutes, puisque Noah Rod, cette fois-ci, va se montrer efficace pour ouvrir le score. Le 1-0 pour Genève. On joue la 13e minute de jeu, un peu chanceux, mais comme quoi, Régis Fuchs, il faut toujours être devant le but. On n'arrête pas de le dire et de le redire. Alors, il n'y a pas seulement le principe d'être devant le but, mais il y a de mettre les pucks au but. Ce soir, on a vu dans pas mal de matchs où les gars mettent simplement le puck contre le gardien, et puis il y a souvent, très très souvent, des choses positives qui se passent. Le power play de Genève Servette avait déjà été efficace, Serge, face à Fribourg-Gotteron. Il le prouve encore une fois. Tanner, Richard, pour le 2-0. Oui, on profite d'une passe au joueur décalé sur le tout près des buts. Encore une fois, le défenseur de Bienne n'a pas la canne dans la bonne position. Et puis, c'est Genève qui en profite à marquer une supériorité numérique. Et Genève fait preuve d'abnégation et surtout va réussir le break par Daniel Rubin sur un assist de Berton, 3-0 à la mi-match. Et on a l'impression que la messe était déjà dite finalement, Régis Fuchs, à ce moment-là. On a senti un Bienne, là aussi peut-être manquant d'agressivité. Oui, et puis surtout pas très très dangereux dans les attaques offensives. Donc à un moment donné, quand on défend, on se fatigue et puis on s'expose à des goals de l'adversaire. Hein. Quand on est dans notre zone de défense, il n'y a qu'une équipe qui peut marquer, ça on le sait très bien. Donc c'est un peu le problème ces temps, c'est qu'on passe trop de temps dans sa zone défensive sans être dangereux offensivement. Malgré ce but de Salmela, en effet, qui ne sera pas suffisant, on le verra d'ici quelques instants pour Bienne, ça n'a pas été le but de l'espoir. On parlait justement de charge, on a vu celle de début de match, on va en voir une autre cette fois-ci de Neuenschwander sur Cody Almond. Et Stéphane, on veut là aussi avoir ton avis. Ça se passe cette fois-ci en bas de l'écran, un petit peu plus de temps pour la voir. Moi, il n'y a rien qui me choque. Pour toi, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien parce que c'est Cody Almond qui... Les deux vont vers la rondelle. Cody Almond est devant lui. Regardez, il se met devant exprès pour ralentir son adversaire, pour pouvoir prendre possession de la rondelle. Et à ce moment-là, son opposant met un peu plus de pression. Il est hors d'équilibre et il gicle contre la bande. C'est pas de chance. Moi, Messieurs, votre avis, justement. Régis? J'ai pas l'impression non plus que ce soit une charge méchante, volontaire, en ayant l'intention de blesser. Il y a quand même le contact des deux, l'un contre l'autre, qui vont... j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une faute. Et pourtant, ça nous rappelle déjà certains gestes, Serge. Moi je crois que c'est pas une charge méchante parce que le Cody Almond ralentit sa poursuite du puck, se place dans une position vulnérable. Et puis l'autre arrive en contact avec lui, malheureusement, par derrière, oui. Ce qui choque un peu sur les images, mais je ne crois pas qu'il va y avoir une suspension sur cette action. On verra ça. En général, ils vont assez vite. Puis comme on joue demain... On sera à 10 h demain matin. Exactement. Allez, on continue dans cette rencontre. On vous l'a dit, il y a 3-1 pour Genève Servette après 40 minutes de jeu. Genève Servette qui va asseoir définitivement sa victoire lors de la 3e période. On est en début de période. Jolie accélération de la part de Douai qui peut tromper un Jonas Hiller, Régis Fuchs, qui n'est pas dans un grand soir, on va dire. On va dire qu'il est un peu à l'image de l'équipe. Hein. C'est pas lui qui la tient. L'équipe ne l'aide pas. Chose que pendant le début de saison, soit le gardien tenait l'équipe ou l'équipe tenait son gardien. Donc là, on est un petit peu dans une situation inverse. Et sur le but suivant, c'est encore plus flagrant. Oui, alors il y a eu un changement de gardien du côté de Genève Servette, puisque apparemment Gauthier Desclous aurait été touché, remplacé par Robert Maillard. Et puis là, c'est Elien Pope qui va remplacer un Jonas Hiller assez dégoûté sur ce but un peu gag quand même. Ouais, c'est clairement de sa faute parce que c'est un petit backhand qui a passé à travers tout le monde. Et là, un rebond sur l'engagement, directement de l'engagement. Petit jeu préparé, un gaucher qui est sur la bande.
Regardez qui saute sur ce rebond. Oui, en effet, avec cette victoire, donc 6-1 de la part de Genève Servette. On avait enterré un peu vite Genève Servette en se disant oh là là, mon Dieu, quelle passe difficile, Chris Maxorley, etc. 5-0, 6-1, ça remet les pendules à l'heure. Mais Serge, il faudra prouver aussi sur la route, parce que pour l'instant, toujours pas de victoire pour Genève Servette. Hein. C'est qu'à domicile et pas à l'extérieur. Effectivement, Genève, depuis le début de la saison, a eu énormément de succès à domicile, un peu moins à l'extérieur. Demain, je pense que ça va être la revanche parce qu'on retourne à Fribourg. Fribourg a seulement pas encore digéré la défaite cuisante au Vernet il y a quelques jours derrière. Donc, ça va être un bon match demain. Et du côté de Bienne en défense, ça commence à être dur. On a perdu Dufner au deuxième tiers, au fin de premier tiers. Au premier tiers, premier tiers. Donc là, il nous restait Egli à droite, il nous restait Egli, Moser et Suleski. On a rappelé Suleski d'Ajoie pour le match de ce soir. D'Ajoie, qui n'a clairement pas le niveau encore. Salmela, Sataric, Morer à gauche. Wow. Oui, alors on va attendre Forster avec impatience. Oui, parce que là, il commence à manquer du monde. Mais si on va écouter d'ici quelques instants les réactions, bien sûr, des joueurs après cette rencontre. Mais il y avait une image encore assez cocasse qu'on voulait vous montrer. Regardez, ça se passe dans les couloirs de la patinoire des Vernets. C'est les arbitres qui veulent rentrer dans leur vestiaire. Et la porte... C'est Didier Massy qui veut quoi avec la clé Didier Il a l'air content. Oui, il a l'air content. Il a dit non, on a que ça à faire. Ça t'est arrivé, ça? Oui, ça arrive. Oui, c'est déjà arrivé que quelqu'un tarde. À Lugano, c'est le comment il s'appelle? Le Willy? C'est comment il s'appelle le monsieur avec le chapeau de cowboy qui nous apporte toujours la clé? Oui. Voilà, avec toutes les pins et tout ça. Ouais. Puis ça lui est déjà arrivé d'être en retard parce qu'il doit descendre et tout. Puis on attend devant la porte. Mais en général, je ne vais pas le charger parce qu'il fait un excellent job. Il est là pour nous, aux petits soins, pour les arbitres, plus pour nous, mais à l'époque, c'était pour nous. Mais ça arrive des fois, Ouais, une image assez sympa, puis il y a des caméras partout. Quand c'est pas Abyss Runtiger qui bloquait l'accès au vestiaire des arbitres. Mais ça, c'est une parenthèse. On va écouter les réactions, justement, après cette victoire du côté de Genève Servette. Réaction du côté genevois, qu'on va écouter Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, victoire 6-1 face à Bienne. C'est une semaine pour l'instant qui vous va bien à Genève. Ouais, heureusement qu'il y a des semaines comme ça, parce que la semaine passée, la semaine qu'on a eue était très difficile pour nous. Donc voilà, on s'est attelé à la tâche dès lundi, et puis mardi, on a eu un bon résultat, et ce soir, là, on a réussi à prendre cette énergie qu'on avait mardi pour gagner de nouveau. 6 buts de nouveau ce soir, il y en a eu 5 mardi contre Fribourg. L'attaque, ça fonctionne bien en ce moment pour vous? Oui, ça fonctionne bien. Notre power play de nouveau marque ce soir, donc ça aussi. Notre box play aussi joue mieux, donc je pense que c'est vraiment un tout. C'est pas seulement les attaquants, les défenseurs ou un joueur en particulier, c'est vraiment l'équipe qui joue mieux, l'équipe qui défend mieux ensemble, l'équipe qui attaque mieux. Et puis voilà, on est passé je crois qu'on a pris 17 goals, la semaine passée on en a marqué 2, cette année pour l'instant on en a marqué 11, on en a pris qu'un. Donc voilà, il y a demain, il faut finir cette semaine sur une bonne note. Justement, la confiance, elle est là pour aller à Fribourg demain soir. Ouais, c'est clair, demain... Voilà, eux, ils ont perdu ici contre nous 5-0, donc ils vont vraiment venir très fort. À nous d'être prêts dès le début, et puis on va essayer d'acheter quelque chose là-bas, gagner notre première victoire à l'extérieur. Merci beaucoup Arnaud. Et oui, des semaines même qui ne sont pas encore terminées, pour lesquelles on signerait tout de suite du côté de Genève. Par contre, du côté de Bienne, en effet, c'est la soupe à la grimace. On va écouter tout de suite l'ancien servettien Damien Ria. Damien Ria, défaite 6-1 à Genève. Votre retour au Vernet, c'est pas très bien passé pour vous ce soir? Non, j'aurais espéré que ça se passe différemment, mais c'est le hockey, ça arrive, et puis voilà. Vous restez sur 3 défaites consécutives. Qu'est-ce qui se passe dans cette spirale pour vous du côté de Bienne? Ouais, je pense qu'on a quand même des blessures, et puis notre jeu, on est un peu trop passif en défense, et puis les autres équipes peuvent marquer des goals avec ça. Justement, vous encaissez 6 buts, le fait d'en prendre autant sur un match comme ça, comment est-ce qu'on l'explique? Je sais pas, Genève est venu fort dans le match aujourd'hui, et puis on a su mettre les pucks au fond, donc je pense que c'est ça qui a été la différence ce soir. Merci beaucoup Damien. Ouais, ça me fait serrer. Et voilà la suite de cette réaction donc de Damien Ria. Autre rencontre de la soirée, on va s'intéresser à Langnau qui ne cesse de surprendre, on l'a dit. C'est la bonne surprise quand même de ce début de saison. Imaginez pas aussi bien classé. Face à Rapperswil, victime exutoire, pas forcément ça a été serré finalement du côté de l'Elfis ce soir. Et c'est surtout Rapperswil qui a tenu son os quasiment toute la partie. Spiller qui va marquer son premier but de la saison. Et ça, Gilles Fuchs, quand on voit le puck comme ça, on passe le gardien, on a tiré, on voit le puck glisser au fond entre les jambières, c'est un bonheur total. Ah, c'est sûr que on dit à la fin de la saison, on ne dit pas comment, mais combien. Donc là, c'est parfait pour
pour lancer un match. Il n'y a pas de petit astérisque. Surtout quand c'est ton premier but. Oui, le premier en Ligue nationale donc pour Spiller. Mais voilà, il y a du talent du côté de cette équipe de Langnau et surtout une escouade d'étrangers finalement talentueuse. On l'a dit avec Hérault, Hello, 5 contre 3. L'occasion était trop belle. Serge, pour ne pas louper cette occasion d'égaliser. Et oui, une passe lumineuse de Di Domenico qui décale le joueur finlandais Hello qui est réputé pour son tir. Alors, on en a un bel exemple ici. Ouais, superbe one-timer, en effet, avec la gourde qui se soulève. Et surtout Langnau qui va finalement passer l'épaule. Regardez ce solo. Et finalement, Ernie en prolongation qui peut marquer le game-winning goal, Stéphane. Oh, c'est un but qui fait plaisir, évidemment. Alors, regardez, non, il a fait une belle percée au filet. Passé un petit peu à travers tout le monde. On était à 4 contre 4 à ce moment-là. Regardez. Bon jeu quand même de sa part. Bon revers. Et il prend surtout son propre rebond. Beaucoup de joueurs ont été tournés dans le coin. Là. Beau slalom. Au slalom. Exactement, ça a eu l'air facile. Oui, ça avait l'air facile, mais c'était pas simple quand même, cette partie pour Langnau qui s'en sort bien. Puis surtout, ces 3 points. Qui se relève un peu parce qu'on avait 2 défaites dessus du côté de Langnau. C'est eux qui avaient subi la claque. Oui, absolument, mais on verra au niveau du classement, comme quoi il y a eu réaction de Langnau, puis au niveau du classement, ça se passe plutôt bien pour eux. Oui. Allez, on va revenir, si vous étiez avec nous, sur notre match studio de la soirée, le duel des Lions entre le Lausanne Hockey Club et les ZSC Lions. C'était tout simplement 8 victoires de suite pour le Lausanne Hockey Club. C'était un gros test à domicile face aux Zurichois champions en titre. Et Lausanne va nous proposer presque 2 visages finalement, messieurs, durant cette partie, en maîtrisant les 20 premières minutes de jeu. Surtout le début de match, faut-il le rappeler à Serge Pelletier, il y a eu 2 pipis pour Lausanne, qui a scoré sur le deuxième avec Jeffrey, il y a du Younland, il y a du Vermin. Bref, il y a du talent. C'est dit que c'était bien parti pour Lausanne. Oui, effectivement. Tout de suite, Lausanne qui s'est emparé du momentum du match avec ses 2 power plays. Ils ont pris le large au cours du premier tiers. Malheureusement pour eux, ça a été un peu différent par la suite. Oui, ça a été différent par la suite parce qu'il y a du talent évidemment dans les rangs zurichois. On parle de la jeunesse Prassol. Et on admire encore une fois, Régis, le numéro d'équilibriste de Prassol. Oui, ce soir, on a quand même été gâtés parce qu'il y a eu quand même quelques jolis goals, très techniques avec des actions individuelles qui sont toujours plaisantes à voir. Et puis évidemment, Nodari qui t'a pas plu, Stéphane, sur cette action. Non, Nodari qui a fait du Nodari là-dessus. Écoutez, il n'a pas joué l'homme, il n'est pas allé au contact. C'est pas un gars qui va beaucoup au contact. Il se fait battre trop facilement. Il sort la jambe, il y a une matière à pénalité, même si le joueur ne tombe pas. Donc, très mauvais jeu défensif de la part de Nodari, qui jouit par contre de la confiance de Peltonen, parce qu'il y a beaucoup de temps de glace cette année avec Frick, 5e, 6e défenseur. Beaucoup plus de temps de glace que l'année dernière pour Nodari. Joël Vermin qui va redonner l'avantage au Lausanne Hockey Club. 10e but déjà de la saison. C'est un des meilleurs buteurs finalement du championnat. 2-1 après 20 minutes de jeu. Est-ce que le score était trompeur, Serge, ou est-ce que finalement Lausanne n'a pas su profiter? Il y a eu des supériorités numériques, on l'a dit. J'ai envie de dire peut-être de creuser un peu plus l'écart. Moi, je ne crois pas que le score était trompeur. Je crois plutôt que Lausanne n'a pas su continuer à jouer de cette façon-là le restant du match. Si on regarde les actions de Lausanne au premier tiers, on a eu énormément de nombreuses chances de marquer en se dirigeant très agressivement au filet adverse, ce qui malheureusement n'ont pas continué à faire au 2e ou au 3e tiers. Oui, ça a retourné un peu comme une crêpe en effet en deuxième période. Lausanne qui va encaisser passablement de buts et surtout qui va un peu manquer son début de tiers finalement, Régis Fuchs, avec cette égalisation de Chris Baltisberger. On a vu à l'inverse peut-être des Zurichois beaucoup plus agressifs aussi. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas non plus continuer sur la même lancée que le premier tiers. Ils ont passablement subi. Et puis là, on a de nouveau un but de Baltisberg qui fait du Baltisberg, c'est-à-dire qu'il va devant le goal, qui prend la place, qui fait mal. Pas là, ça fait pas mal, mais où il prend les rebonds qui peuvent finir au fond. On a Younland qui a la canne entre les jambes de Baltisberg, mais il ne contrôle pas sa canne. Hein? Et non. Il ne contrôle pas la bonne partie du corps. Exactement. Dira-t-on. Ça, c'est le but de le 3-2, évidemment. C'est un petit jeu préparé, évidemment. Et là, il y avait... Klein a surpris tout le monde parce que le jeu, vous avez vu, il y avait un joueur à côté de lui qui était prêt pour un one-timer. Et puis, il a mis le puck au but dans le paquet, le puck qui a dévié, un peu chanceusement. Les arbitres accordent la réussite, c'est 3-2. Oui, Bodenman va marquer le 4-2. Le break est fait, 3 buts encaissés par Lausanne en l'espace de moins d'un tiers, de 16 minutes. Finalement, c'est peut-être ça aussi, ces 3 buts encaissés. Ça faisait longtemps que Lausanne n'avait pas dû faire face à tant d'adversité finalement. C'est venu vite au 2e tiers. C'est venu vite au 2e tiers et on se demandait finalement, Serge, ce Lausanne-là, co-leader, avait-il les moyens à domicile d'inverser la tendance? Oui et non.
Oui, je crois que oui. Je pense que Lausanne, je veux dire, ils ont... Même si Zurich a été plus percutant au deuxième ou au troisième tiers, je pense que Lausanne n'a pas été ridicule ce soir. Ils sont quand même restés dans le match, justement, avec ce but tardif en fin de deuxième tiers, cette belle descente de Léoné qui bat le gardien Fleuler de Zurich. Mais je pense que Lausanne, mine de rien, à la fois était très loin au deuxième tiers, mais à la fin du match, a été quand même très près. Léoné, on en parle beaucoup de Léoné récemment parce qu'il joue avec deux bons joueurs aussi, avec Jeffrey Vermin. Et ce jeune homme impressionne. Il a quand même du gabarit, il a quand même des bonnes mains, une bonne vision du jeu, il va devant le but en power play. Beaucoup de vitesse également. Beaucoup de vitesse. Ouais. On critique souvent les choix des directeurs sportifs, mais là, il faut dire que Yann Alston, bon transfert. Oui. Hein? C'est pas le seul. Bon transfert. C'est pas le seul. Non, mais on n'en a pas beaucoup parlé de Léoné. C'est pas le seul, effectivement. Mais il a peut-être en plus un peu moins de pression quand même qu'un Vermin, qu'un Berchi, etc. Oh, oui, aussi. tout à fait. Il est bien accompagné, mais il fait le jeu, il est capable de jouer avec ces gars-là. Allez, on va se replonger dans la troisième période, parce qu'il y a eu une troisième période, il y a eu encore 2 goals finalement dans cette partie, et le game winning goal qui va être marqué par Hollenstein, qu'on n'aura pas vu pendant la rencontre, mais c'est surtout ça. C'est peut-être ça aussi, si vous étiez avec nous en début de soirée, on parlait des leaders suisses du côté de Zurich, Régis Fuchs. Hollenstein, c'est un peu celui qui sort la tête de l'eau, et il le prouve encore une fois, en tout cas au niveau de ses statistiques personnelles. Oui, il est très opportuniste en tout cas sur cette phase-là. Et puis, ça scie pas mal les jambes des Lausannois pour un moment, même si par la suite, Lausanne réussit à réduire un petit peu le score avec ce magnifique but de Lundboom. Et ça sera du reste le score final, 5-4 en faveur des ZSC Lions. Stéphane, qu'est-ce qu'il manque finalement à LHC ce soir? On n'a pas joué 60 minutes. Le discours du début de l'année, qu'on disait on ne gagne pas, on ne joue pas 60 minutes, on peut le sortir ce soir parce qu'on a joué 40 minutes. On a joué un bon premier tiers, on a dominé au troisième tiers, mais au deuxième tiers, on est passé un petit peu à côté. Il faut donner crédit quand même. C'est facile de dire Lausanne a moins bien joué, mais l'autre équipe a mieux joué parce qu'on a vu des Uriquois très entreprenants, très agressifs au forechecking. Et là, ça a été compliqué. On a pressé. Donc, un dans l'autre, c'est le résultat des deux, mais trop peu. Il ne manquait pas grand-chose. Écoutez, c'est pas une mauvaise défaite. Je pense que le coach, après le match, si on l'oublie celle-là, on ne peut pas reprocher sur la saison t'en perdre comme ça. Puis c'est la fin d'une série. Il y a moins de pression maintenant. On va arrêter de dire hey, vous êtes partis pour la 10e. Voilà. C'est un peu ça. Allez, réaction. Là aussi, messieurs, à l'issue donc, de cette défaite du côté du Lausanne Hockey Club, on va écouter la réaction de Loïc Hinalbon. Loïc Hinalbon, une défaite, une fin de série, mais Lausanne a quand même bien joué ce soir. Ouais, je pense que on a montré le même caractère tout au long de notre série. Puis ça a manqué de peu au dernier tiers. Puis ils ont eu un peu de réussite au deuxième avec le goal du genou contre le camp un peu. Et puis ça présage tout de bon pour la suite de la saison. Justement, qu'est-ce qui a changé dans cette deuxième période pour que Zurich arrive si fort contre vous? Je sais pas, peut-être qu'on ne s'attendait pas trop. On savait qu'il faut checker à 2 tout le temps. Mais on n'a pas trouvé de solution à ce moment-là. Puis ça a été un peu fatal, je pense. Mais je pense au dernier tiers, on a réussi à reprendre entre guillemets, le momentum du match. Puis c'est pas passé loin, quoi. Et comment aborder la rencontre de demain à Ambry, le long déplacement? Je pense qu'il ne faut pas être négatif. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses ce soir. Continuer de construire là-dessus. Et puis ramener les 3 points d'Ambry demain. Merci. Voilà, et tu as entendu Stéphane avant cette interview, en effet, pour cette synthèse et cette interview de Loïc Hinalbon. Juste un dernier chiffre, 21 shoots. Zurich a 34-21 pour Lausanne, les tirs au but, donc 21 shoots seulement pour Zurich, 5 buts encaissés par Turkirchen, ce qui fait un 76 %. Pas Turkirchen, pardon. Boltzhauser, attention. Boltzhauser, donc la loi de la moyenne doit le rattraper un peu, parce que je disais dans la presse aujourd'hui que les gardiens de Lausanne étaient parmi les 2 des 3 meilleurs de la Ligue au niveau du pourcentage. Boltzhauser est à 94, au-dessus de la courbe normale. C'est un peu ce soir. Allez, messieurs. Saison est longue. Oui, c'est ça. Et du reste. Alors, bien sûr, c'était notre match studio. On va parler des tops et flops. Serge, on va commencer par le top. Tiens, pour toi. Oui, moi, j'ai pris le numéro 18 de Zurich ce soir, Raphaël Prezel, qui est un peu la bougie d'allumage du côté de Zurich ce soir. Et puis qui a marqué un magnifique but, dirons, de manière même un peu acrobatique. Donc, c'est un joueur, effectivement, qui m'a bien plu ce soir. C'est pour ça qu'il hérite de mon top. Régis, un flop?
C'est en fait l'équipe entière de Lausanne durant le deuxième tiers qui a été très très passive, qui n'a absolument pas continué de faire ce qu'elle a fait au premier tiers. Elle a pu le refaire au troisième, mais c'est vraiment le deuxième tiers qui les a relativement coûté le match pour moi. En effet, et notamment, on l'a dit, Bolshauser, et comme tu l'as dit, Stéphane, qui voit les chiffres, la loi de la moyenne, en tout cas, et ces chiffres redescendent au niveau du pourcentage d'arrêt. Je regardais la photo de Prazel, il a l'air d'avoir 14 ans, ce gars. Non, vous avez vu la photo dont là, et puis là, derrière, regardez, c'est incroyable. Il a l'air d'avoir 14 ans, le gamin. Il n'est pas très vieux. Il n'est pas très vieux. Non, il n'est pas très vieux non plus, mais là, il a l'air vraiment de. T'as vu, au moment où t'en as parlé, hop, elle a disparu. Juste pour me donner tort, quoi. Parce que c'est le couvre-feu. T'as 14 ans, à 11h moins 10, tu dois rentrer, surtout si t'es à l'école de. Non, et ça, c'était la boutade. On va passer maintenant à Zoug-Berne, la dernière rencontre de la soirée. Et c'était la place de leader qui se jouait, tout simplement. Messieurs, c'était possible. Bien sûr, on l'a vu, Bienne battu, Lausanne battu. C'est simple, le gagnant de ce match finissait premier à l'issue de cette soirée au niveau du classement de National League. Ça a été un mano à mano, un match magnifique qui va commencer avec un but annulé, Stéphane. Un but annulé de Zoug, marqué par Zrid, position de hors-jeu. Ça m'a sauté aux yeux. Ouais. Avant que tu le dises, j'ai dit hors-jeu. Là. Il a fait un petit écart et puis le joueur en haut de l'écran est rentré bien avant. Et puis évidemment, il n'y a pas de temps après. Si le puck ne ressort jamais, même s'il reste 1 minute dans la zone, on a vu la séquence est très, très longue. Tout ça, si un hors-jeu à l'entrée de zone sans que le puck ressorte, on peut revenir en arrière. Et bonne décision du banc de Berne de demander un coach challenge. On va sûrement le revoir. Regardez ici. Regardez en haut de votre écran, clairement, même pas proche. 1 mètre. Ouais. 1 mètre. Bon, c'est la décharge, c'est que l'arbitre est en haut, il voit le joueur devant lui. Et puis le puck est de l'autre côté. Regardez, 1 mètre. Voilà. Souvent, pour vous raconter un peu une histoire d'arbitrage, souvent, quand le joueur qui rentre en zone adverse est loin et le joueur qui est hors jeu est devant vous, vous perdez le champ de vision du joueur devant vous. C'est bête, ils auraient dû demander de permuter. L'inverse, si le joueur rentre avec le puck devant vous, puis le joueur qui n'a pas le puck est de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai une solution. On a mis 2 arbitres principaux. Pourquoi pas mettre 4 arbitres sur les lignes bleues? On n'aurait plus de coach challenge après. Ouais. Ça serait compliqué. Mais sur les lignes bleues, mais dehors de la glace, peut-être. Mais c'est une des rares fois où le coach challenge a marché puis qu'on l'a vu clairement. Alors, chapeau. Chapeau à la technique. Allez, le 1-0 marqué par Berne. On joue les dernières secondes de ces 20 premières minutes de jeu. Et c'est Tristan Chervet, on va le voir, qui va réussir, voilà, c'est parti, à finalement ouvrir le score dans cette partie. Le maître-tir de Tristan Chervet. Un but presque, Serge Pelletier, à la Ovechkin au niveau du geste. Oui, tout à fait. Disons qu'un Tristan Chervet qui se positionne vraiment dans le haut de l'enclave comme 3e homme. Et puis, il laisse travailler ses 2 compatriotes dans le bas de la zone. Et puis, il hérite d'une jolie passe. Et puis, c'est un tir sur réception qui laisse aucune chance à Tobias Stéphane. Oui, ça vient trop vite. En effet, un partout. Lino Marchini, le grand bonhomme finalement de cette soirée, qui aurait pu être tout simplement le héros, mais qui va réaliser, Stéphane, un triplé. Tu parlais d'Ovechkin avant, là, mais ça, c'est aussi du Ovechkin, parce qu'il est en patinage. Regardez, il est en train de reculer. Patinage arrière, elle part dans l'autre sens. Exécution... super. Je suis d'accord, mais tu peux mettre 2 Lino Marchini l'un sur l'autre, je crois, pour atteindre la taille de Ovechkin. Ovechkin est un petit peu plus grand, un petit peu plus costaud surtout. Lui, il fait 67 kilos en carrière. Lino Marchini, c'est 67 kilos à la balance. Ouais. Poids plume, Et Ovechkin, c'est 110 kilos. C'est une jambe. C'est une jambe. Le 2-1 marqué par Simon Moser, Berne qui va une nouvelle fois virer en tête avec un assist signé Ebet. Un but, alors apparemment, il y a eu un dégagement interdit. Il nous a dit David Petronigo qui aurait commenté ce match. On n'a pas les images de dégagement interdit. Mais bon, Stéphane, d'accord. Donc là, le coach, évidemment, il est énervé. Écoutez, le dégagement interdit, c'est du jugement à l'arbitrage. Sur une erreur, on va le voir ici. Regardez bien. Ouais. C'est du jugement. Alors, l'arbitre a annulé. Moi, je vous dis, je vois ça maintenant. Je n'ai pas vu le geste d'arbitre en bas de l'écran, mais l'arbitre a annulé ce dégagement en se disant que le défenseur, et Schlumpf, je crois, avait la possibilité de jouer la rondelle et ne l'a pas joué. Parce que le défenseur doit faire tout ce qui est en son possible. S'il voit passer le puck, il ralentit ou il pivote dans l'autre sens, comme ça arrive souvent, pour laisser... Alors là, je pense que c'est un jugement d'arbitre. On ne peut pas dire que c'est une erreur, on peut dire que c'est un jugement, puis qu'on n'est pas d'accord avec le jugement, et c'est pas techniquement une erreur. Si un joueur de... Il ne pourrait pas y avoir de protêt. Non, pas du tout, c'est du jugement. Pas du tout. Serge,
Comment on peut dire dans le langage politiquement correct des arbitres, c'est une erreur d'interprétation. C'est de l'interprétation, c'est du jugement à l'arbitrage. C'est ce que je suis sûr que c'est ça. C'est son expérience. On peut ne pas être d'accord, là, mais c'est vrai que Schtroumpf ne fait pas un grand effort pour aller chercher la rondelle, à 1 mètre ou 2 de la rondelle. Jugement à l'arbitre. OK. On aurait pu siffler là, ici, personne n'aurait crié au scandale, on est d'accord. Non. Comme, voilà, on peut l'oublier. L'effet papillon, un petit effet. On n'aurait surtout rien dit si Berne n'avait pas marqué après. Voilà. C'est exactement ça. Personne n'en aurait parlé. Tant qu'on serait reparti, l'affaire aurait été chocolat chaud. 2-1, donc après 40 minutes de jeu, on va découvrir la séquence suivante. Je ne sais pas si c'est le 2-2 où il y avait une action de Klingberg. À voir. Voilà, ça c'est l'action. Non, c'est le penalty qui va amener. C'est l'accrochage qui vient après là maintenant, je pense. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait 2 petites pénalités là-dessus. 2 moitiés de pénalité, ça fait. Everberg. Regardez ici. Il déstabilise un peu. Hop, il arrive avec les mains. Voilà, moi je pense bonne décision. C'est Everberg qui subit la faute. Et qui va tirer? Lino Martini. Lino Martini, évidemment. Il est chaud bouillant ce soir, entre les jambes de Giannoni. C'est exactement ce qu'il essayait de faire. Sur la reprise suivante, on va le voir, regardez, il vise clairement entre les jambes. Miota. Ah! Ouf, là. Un peu qu'il y a peu de chance, peut-être, Régis. Ça prend pas grand-chose. Un petit peu de chance quand même. Mais, ça rentrait tout juste. Ouais, mais c'est quand même ce qu'il voulait faire. Allez, le 3-2 signé Lino Martini, vous l'avez compris, le premier trick de la saison pour Lino Martini, qui bat quand même, et puis un trick face à Leonardo Giannoni, c'est quand même pas mal. Hein. Pas mal. Puis ces tirs sont... Ces 2 tirs, ces 2 buts qu'il a marqués là, autres sur le penalty, sont très précis. Ça, il faut être marqueur. Ça prend... C'est juste le temps d'hésitation, que le gardien finisse son déplacement. J'aime beaucoup le geste technique de Martini là-dessus qui ramène quand même le puck près de ses patins pour donner le moins d'informations possible à Giannoni, puis lui met ça dans la partie supérieure. Joli geste technique. Régis en a marqué quelques-uns. Calle Anderson qui peut égaliser 3 partout, dont on a appris la prolongation de contrat pour une année supplémentaire du côté du CP Berne, le maître tir et la présence surtout d'un certain Simon Moser, encore et toujours là bien sûr pour cacher la visibilité du gardien. Et là, le top score du CP Berne qui va amener 3 points dans l'escarcelle. C'est Arco Bello qui permet aux Bernois finalement d'être leader de cette journée. Marc Arcobello. Quand il n'y a pas Ebet, il y a Arcobello. C'est quand même la puissance de CP Berne. Régis Fuchs, vous avez joué pour ce club bernois. Vous avez même été sacré, évidemment, champion avec ce dernier. Comment vous les sentez, cette équipe de Berne, cette saison? Berne, ça reste Berne. Ça reste une équipe qui est dangereuse toute l'année. Elle ne finira pas chaque année championne, hein, ça c'est sûr. On a vu l'année passée, ils ont quand même... laisser la place aux autres. Voilà, une fois de temps en temps. Pas fait des très bons playoffs. C'est une année particulière, il y a des JO. Mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont vraiment une infrastructure qui est devenue très, très professionnelle depuis de nombreuses années. C'est quelque chose qui tourne. Et il y a un engouement à Berne qui date depuis je ne sais pas combien de temps, mais c'est juste de la folie. Et c'est un plaisir de pouvoir jouer là-bas. Et pour les joueurs, d'aller une fois à l'Allemagne, de vivre ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Pour montrer que ça fait longtemps, ça a même changé de nom. Oui, même moi, ça reste l'Allemagne. Ça c'est l'Allemagne. Je suis désolé pour les sponsors, ça reste l'Allemagne, ça reste la Red. Et Marc Arcobello, il fait mal encore ce soir. Si je ne me trompe pas, le dernier match à Zug, c'était lui qui a marqué en prolongation. J'ai un doute, je t'attends de vérifier l'information, mais c'est un joueur tellement opportuniste, ce Marc Arcobello. C'est lui qui a une passe. Bon, en power play, vous allez me dire, il donne le puck au défenseur. Il est là, donc il obtient la mention d'assistance. Mais son tir est précis. Il a cette espèce de... On a vu Martini tout à l'heure, mais lui aussi, Marco, c'est un fin renard. Ouais, et puis Berne, on va le voir qui va virer en tête, mais avant cela, on va récapituler les résultats de cette soirée. 6 matchs au programme ce soir. Une seule partie est allée finalement en prolongation. C'est celle des Lugano Tigers face à Rapperswil. Et puis quand même, 2 larges succès pour Genève Servette face à Bienne et pour Lugano face à Fribourg-Gotteron. Allez, on se concentre maintenant sur le classement, messieurs, si vous le voulez bien, avec le CP Berne qui passe devant, 38 points. On retrouve Bienne, Lausanne, Zug, Lugano, Fribourg, 3 points entre le premier et le 6e. Et puis 6 points finalement pour les 8 premiers qui sont au-dessus de la barre. Quand on vous parle de... Alors bien sûr, il y a les 18 matchs pour les ZSC Lions. Il y a 22 matchs pour Lausanne. Attention, il y a des différences au niveau des parties disputées. Ouais. Et puis Genève Servette, mine de rien aussi, qui a signé 3 points importants. On le voit, Ambry. Et puis c'est véritablement le trou. On l'a déjà dit, Davos et Rapide. C'est largué, ils sont largués. Ça semble mort, en effet, à moins d'un véritable miracle. On arrive
à la fin de cette soirée de hockey sur glace. Il est temps de vous remercier, messieurs. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci, Régis Fuchs. Stéphane, tu ne bouges pas. Je t'ai prévu un petit matelas, tu as un coussin là. D'accord, pour demain 19h25. Pourquoi? Parce qu'on va regarder le golf maintenant. Oui, on vous rappelle, Tiger Woods, Phil Mickelson. C'est à suivre sur MySports 2 depuis 21h maintenant avec Jean-Philippe notamment aux commentaires. Et puis c'est quasiment jusqu'au bout de la nuit, donc on va aller regarder tout ça. Et puis on vous donne rendez-vous demain pour les fans de hockey, 19h25 bien sûr pour le match entre Fribourg-Gotteron et Genève-Servette. Match très attendu. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.